La nouvelle a frappé Kinshasa comme un coup de tonnerre. Janvier 2001. Laurent-Désiré Kabila, le chef rebelle devenu président, était mort. Assassiné dans son propre palais. La République démocratique du Congo, une nation perpétuellement au bord du gouffre, vacillait une fois de plus. Le chaos menaçait. La peur s'est emparée de la capitale. Qui allait prendre les rênes? Qu'allait devenir ce vaste pays tourmenté? De ce tumulte, un jeune homme a émergé. Joseph Kabila, fils du leader déchu. Il était peu connu du peuple congolais. Soudain, il était le successeur désigné. Propulsé sur une scène baignée de sang et d'intrigue. Le monde regardait, stupéfait. Cette figure discrète, réservée, pourrait-elle vraiment diriger le navire de l'État? Cela semblait une tâche impossible. C'était là le lourd héritage qui lui incombait. Joseph Kabila a hérité d'un pays en ruine. Ses premiers pas en tant que président furent prudents, mesurés. Il parlait doucement. Il évitait les grandes déclarations. Les gens écoutaient attentivement. Ils essayaient de cerner l'homme. Était-il une marionnette? Ou son propre maître? La perception publique initiale était celle d'une curiosité prudente. Beaucoup étaient simplement soulagés qu'un effondrement total dans l'anarchie ait été évité, pour l'instant. Il parlait de paix. Il a fait des ouvertures aux groupes rebelles. Il a dialogué avec les médiateurs internationaux. Il a promis l'unité pour un pays divisé. Certains Congolais, las des conflits interminables, osaient espérer. Peut-être que ce jeune leader pourrait apporter le changement. D'autres, plus cyniques, restaient profondément sceptiques. Ils avaient déjà entendu de telles promesses. Ils avaient vu leurs espoirs déçus trop souvent. Le chemin à parcourir était semé d'embûches, plein de périls. La communauté internationale, d'abord méfiante, a commencé à s'engager. Kabila était au centre de ses premiers pas hésitants. Les premières années ont cédé la place à un règne plus long et plus complexe. Joseph Kabila a consolidé son pouvoir. Des élections ont finalement eu lieu en 2006. Il a gagné. Elles furent saluées par certains comme un pas vers la démocratie. D'autres ont crié au scandale, dénonçant des irrégularités massives. Il a de nouveau gagné en 2011, sur fond de nouvelles controverses et protestations. Son emprise sur la présidence s'est renforcée. L'image initiale d'un leader réticent commençait à s'estomper. Il était désormais fermement aux commandes. Pourtant, les vastes provinces de l'Est restaient un champ de bataille. Des dizaines de milices continuaient de prospérer. Elles se battaient pour la terre, pour le pouvoir, pour le contrôle des immenses richesses minières du Congo. Or, coltan, diamants, ces ressources alimentèrent les conflits. Les civils payaient le plus lourd tribut de cette violence incessante. Viols, massacres et déplacements étaient des tragédies courantes. La paix dans l'Est restait un rêve insaisissable, malgré de nombreuses initiatives. Le gouvernement de Kabila peinait à imposer son autorité. Alors que son second mandat légal touchait à sa fin, son régime s'est durci. La Constitution interdisait un troisième mandat. Mais les spéculations allèrent bon train. Cherchait-il à s'accrocher au pouvoir? La tension couvait sous la surface de la société congolaise. Les murmures de corruption avaient toujours entouré les régimes congolais. Sous Kabila, ces murmures sont devenus un vacarme assourdissant. Les allégations de corruption systémique se sont multipliées. D'énormes sommes d'argent public semblaient tout simplement disparaître. Les immenses richesses naturelles du pays, disait-on, étaient détournées par quelques privilégiés. Un cercle d'élite proche des centres du pouvoir. L'ampleur du phénomène était, selon les rumeurs, stupéfiante. Puis, des bombes médiatiques mondiales ont explosé. L'enquête des Panama Papers en 2016 a jeté une lumière crue et dérangeante. Des documents divulgués ont révélé un monde obscur de comptes offshore, avoirs dissimulés, structures financières complexes conçues pour masquer les véritables propriétaires. Des proches et associés de Joseph Kabila auraient été liés à certaines de ces entités. Les conclusions dépeignaient un tableau accablant de richesses cachées, loin des regards congolais. Cela suggérait un système financier parallèle. Et ce n'était pas fini. L'enquête Congo Hold Up, une fuite massive de données financières, publiée en 2021, a détaillé d'autres détournements présumés. Des milliards de dollars provenant des caisses de l'État et de contrats sur les ressources naturelles auraient été détournés. Les révélations impliquaient des personnalités au plus haut niveau de l'administration Kabila et du réseau d'affaires de sa famille.
Les richesses de la nation qui auraient pu sortir des millions de personnes de la pauvreté auraient enrichi un groupe restreint. La confiance envers les dirigeants, déjà fragile, s'est considérablement érodée. En janvier 2019, Joseph Kabila a finalement quitté la présidence. Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur d'une élection contestée. Le départ de Kabila a marqué la première passation de pouvoir nominalement pacifique au Congo depuis l'indépendance. Puis, un silence extraordinaire s'est installé. Kabila, encore relativement jeune, s'est retiré de la scène publique. Il est devenu une figure spectrale de la politique congolaise, une énigme. Il n'a fait aucune déclaration publique. Il n'a accordé aucune interview. Il n'a tenu aucune conférence de presse. Pendant près de 6 ans, sa voix ne s'est pas fait entendre. Il est resté dans sa ferme de Kingakati, où a voyagé discrètement. Ce silence profond et prolongé est devenu un sujet d'intense spéculation. Préparait-il un retour? Était-il vraiment satisfait de sa retraite? Ou ce silence était-il une manœuvre stratégique? Ses alliés insistaient sur le fait qu'il respectait le nouvel ordre. Sa coalition politique, le FCC, détenait initialement un pouvoir important au Parlement. Mais progressivement, Tshisekedi les a déjoués. L'influence de Kabila semblait décliner. Pourtant, le silence en lui-même était une déclaration politique. La température politique au Congo est montée en flèche ces derniers temps. Le président Félix Tshisekedi, entamant son second mandat après une autre élection contestée en décembre 2023, a commencé à formuler de graves accusations. Il a pointé un doigt accusateur directement sur son prédécesseur. Joseph Kabila, selon Tshisekedi, œuvrait activement à la déstabilisation du pays. Il a allégué que Kabila soutenait une coalition de groupes rebelles, l'Alliance Fleuve Congo, ou AFC. L'AFC a émergé comme un nouveau mouvement politico-militaire en décembre 2023. Son objectif déclaré, renverser le gouvernement congolais. Les États-Unis en ont pris note, sanctionnant l'AFC en avril 2025. Ils l'ont accusé d'alimenter le conflit dévastateur dans l'est du Congo. Un membre clé et tristement célèbre de l'AFC est le groupe rebelle M23. Le M23 lui-même est déjà sous sanctions américaines. Il a une longue histoire d'insurrection dans le Nord Kivu. L'implication présumée de Kabila avec l'AFC a ajouté une nouvelle dimension dangereuse. Comment Joseph Kabila restera-t-il dans la mémoire du peuple congolais et dans l'histoire? Le débat fait déjà rage. Les opinions sont tranchées, souvent amèrement divisées. Il n'y a pas de consensus facile sur ses 18 années au pouvoir. Son héritage est un terrain contesté, façonné par l'expérience personnelle, l'allégeance politique et la douleur persistante d'une nation qui a trop souffert depuis trop longtemps. C'est une tapisserie complexe, faite d'ombre et de lumière. Certains se souviennent de son arrivée en 2001. Ils se rappellent le chaos de la Deuxième Guerre du Congo. Ils lui attribuent le mérite d'avoir contribué à mettre fin à ce vaste conflit. Ils le voient comme un artisan de la paix. Un dirigeant qui, contre toute attente, a réussi à maintenir l'unité du pays. Ils soulignent la réunification formelle du territoire, la mise en place de nouvelles institutions. Pour eux, il fut une force stabilisatrice dans un pays intrinsèquement instable. D'autres, cependant, voient un tableau très différent. Ils voient les années perdues et la corruption endémique et systémique.